Donc, bonjour à tous. Donc on va attaquer puisque il est l'heure et puis pour respecter la ponctualité de chacun. Dans l'esprit du jour, donc c'est de faire un point. Donc on va être ensemble pendant une petite demi-heure pour ce quatrième rendez-vous Énergis. Sur les trois premiers, on avait déjà évoqué l'Aéro 2020 dans ses grandes lignes, le dernier étant focalisé sur la maison individuelle. Cette fois-ci, on va travailler sur la partie logement collectif, pour vous apporter des éléments plus concrets pour que vous puissiez commencer à réfléchir à ce que seront vos bâtiments dans les prochaines années. Alors, pour commencer, un petit point planning, puisque c'est quand même la base de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. On a eu des prétextes mis à jour mi-mars, puisque les premiers prétextes étaient de décembre. Ces prétextes sont toujours des prétextes puisqu'ils n'ont toujours pas été validés à ce jour et nous sommes déjà mi-mai malheureusement. En revanche, nos éditeurs de logiciels nous indiquent que la mise à disposition des moteurs de calcul définitifs devrait se faire pour fin juin. Donc, on va croiser les doigts pour que ce planning soit respecté. Néanmoins, nous, chez Energys, on a fait le choix d'acheter le logiciel Maestro du CSTB. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en mesure de vous apporter des éléments qui sont effectivement provisoires, mais qui sont néanmoins proches de la future réglementation, puisque le logiciel qu'on utilise sera celui qui sera intégré dans les logiciels définitifs. Pour ce qui est du planning, donc pour ceux qui n'ont pas eu encore l'information, effectivement, la date du 1er janvier 2022 a été retenue pour l'application de l'Aéro 2020. Donc, comme traditionnellement, la date du 1er janvier, c'est bien la date de dépôt de PC qui fait foi. Donc l'Aéro 2020, comment elle va se pratiquer? Donc on identifie trois axes principaux. Le premier qui est la performance énergétique, donc des choses qu'on connaît déjà plutôt bien grâce à la RT 2012. L'amélioration du confort de vie ou le confort d'été pour être plus précis. Ça, on va l'évoquer puisque c'est un des nouveaux critères qui arrive avec l'Aéro 2020. Et la diminution de l'impact carbone, puisque la RE 2020 veut dire réglementation environnementale, l'objectif étant bien entendu d'avoir des bâtiments plus vertueux d'un point de vue carbone. Petite présentation rapide du bâtiment qui va nous suivre sur cette petite matinale, puisque on a identifié donc ce bâtiment en R+3 de 29 logements, vraiment un bâtiment collectif, on va dire standard, sans sous-sol. Et on s'est appuyé sur ce bâtiment pour vous apporter les premiers éléments concrets d'identification de l'aéro. Donc tout d'abord, la performance énergétique dans sa globalité en logement collectif. En effet, on constate que ce critère est le critère le plus impactant sur la future Aéro 2020. C'est pour ça qu'on va se focaliser grandement sur cette matinale, sur ce sujet. Trois indicateurs réglementaires vont être pris en compte et ils vont apparaître dans vos futurs calculs. Le BBio, donc pour bilan bioclimatique, qui est globalement la même chose que ce qu'on connaissait en RT 2012. Le CEP max, donc pour les consommations en énergie primaire qui sont liées du coup au génie climatique. Et le CEP max NR, qui est également la consommation en énergie primaire, cette fois-ci rapportée à l'énergie importée. Donc l'objectif est de limiter ces énergies importées, d'où le non renouvelable. Ces trois critères, donc je ne m'étends pas sur les valeurs, on les pratiquera ensemble dans les prochaines semaines et mois, vont être modulés en fonction de la surface et de la zone géographique. Donc, tout d'abord, le VBio, donc, comme je vous le disais en préambule, la performance énergétique, c'est vraiment le critère impactant sur la future RE 2020. L'objectif du ministère étant depuis de nombreuses années d'avoir des enveloppes qui soient performantes avant même de penser à les chauffer ou à produire le chaud. Donc là, on reste dans cette tendance puisque le BBio tel qu'on l'identifie à partir de l'année prochaine, et donc on a un objectif qui serait de moins 20% à moins 40% par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui sur la RT 2012. Donc, quand je dis moins 20 à moins 40, c'est vraiment, ça dépend beaucoup des bâtiments et de la moyenne de surface qui est observée sur les bâtiments. Donc, avant de vous apporter des éléments, un petit focus sur le calcul du BBio, puisque ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne ce calcul et comment on peut travailler pour l'améliorer.
Donc le BBO, c'est le besoin de chauffage, le besoin de refroidissement et le besoin d'éclairage. Donc ce qu'il faut vous savoir, c'est qu'en RT 2012, le besoin de refroidissement n'était pas pris en compte dans le calcul. C'est aussi pour ça que la contrainte du BBO devient plus importante, puisque ce nouveau facteur vient impacter les calculs de BBO. Vous l'avez compris, hein, pour améliorer le BBO, il faut tout simplement diminuer ses besoins. Quand je dis tout simplement, évidemment, c'est un euphémisme, c'est pas toujours aussi simple que ça. Chez Energis, on est là pour vous accompagner et bien entendu, la performance passe avant tout par de la conception et donc de l'intelligence. Et pour ça, ça dépend de vous tous, promoteurs, architectes, et peut-être présents également aujourd'hui. La conception du bâtiment passe par plusieurs points. La première, c'est évidemment l'orientation et la compacité. Donc, c'est des points qui vont impacter fortement sur le résultat de BBO. Le deuxième point, c'est l'amélioration de la perméabilité à l'air. Donc ça, c'est des critères qui aujourd'hui sont impactants et qui vont l'être encore plus demain. Donc, ce sera intéressant de trouver des astuces ou en tout cas de valoriser vos performances sur ces critères. Le troisième point, c'est la conception intérieure. Donc, conception intérieure, c'est vraiment les niveaux chauffés, comment ils sont imaginés et les logements en particulier. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, si l'objectif n'est toujours pas atteint, parce que malheureusement, ça ne suffira pas, nous allons devoir renforcer l'isolation. Et tous ces points, on va les évoquer par la suite et les détailler pour vous apporter les premiers éléments concrets. Donc, tout d'abord, comment on fait pour diminuer le besoin de chauffage qui, dans le BBO, est le besoin le plus important dans la majorité des régions françaises? Donc, tout d'abord, l'architecture. Donc, comme je vous le disais, améliorer la compacité, ça veut dire améliorer le ratio de surface froide par rapport à la surface habitable. Donc, ça, c'est le premier point. Mais il y a également d'autres petits points comme les balcons, pardon, les toitures terrasses, les attiques en comble aménagés. Plein de petits points comme ça qui sont des points qui peuvent être des points faibles, mais qui néanmoins sont des choses à regarder et qui pourraient peut-être améliorables. Le deuxième point qu'on a identifié, et je vous l'évoque, mais pour l'instant, on est encore un peu léger sur la valorisation, c'est le ratio de logements traversants par rapport aux non traversants. Donc pour mémoire, un logement non traversant est un logement dont plus de 75% des surfaces vitrées sont sur la même façade. Et puis, en fait, pourquoi je vous dis qu'on n'a pas mis de résultats, puisqu'on a observé des disparités importantes en fonction des zones géographiques et en fonction du ratio, justement, de logements traversants et non traversants. Donc là, on a pas mal de choses à faire et je pense qu'il sera plus intéressant de regarder avec vous en direct sur des projets concrets plutôt que de faire des généralités aujourd'hui. En revanche, sur la perméabilité à l'air, là, par contre, on a vraiment des choses qui sont concrètes à vous identifier. Donc, la perméabilité à l'air, c'est vraiment quelque chose qui est valorisable puisque c'est la mise en œuvre globale de vos projets et donc la performance de vos entreprises sur le chantier. L'objectif de perméabilité à l'air n'évolue pas en Aéro 2020. Il est toujours à 1 en logement collectif, 1 mètre cubeur par mètre carré de surface froide. Et par contre, le gain, lui, sur le BBO est progressif en fonction de la performance que l'on peut identifier dans nos calculs. C'est là où, effectivement, vos retours d'expérience sur vos logements et vos bâtiments livrés dans ces dernières années vont nous permettre de valoriser tout ça, puisque ça va vous rassurer sur vos performances globales de bâti et de mise en œuvre en particulier. Et vous pouvez voir que le gain peut aller jusqu'à 7% sur les logements collectifs, donc ce qui est quand même assez important. Un petit focus juste sur la mesure par échantillonnage, qui est la mesure couramment utilisée en RT 2012. Attention, puisque en Aéro 2020, elle sera pénalisée de l'ordre de 4%. En fait, la mesure par échantillonnage sera dégradée à hauteur de 0,2 par rapport à l'objectif identifié, d'où la perte de 4% sur le. Comment on fait autrement pour diminuer le besoin de chauffage? Donc, je vous ai parlé de conception intérieure tout à l'heure. Donc, conception intérieure, en particulier le nombre de pièces d'eau. Donc, ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui
est peu mis en avant, puisque c'est quelque chose d'assez courant et de normal. Néanmoins, plus on est dans des bâtiments performants, plus la VMC va avoir une impact importante, puisque qui dit pièce d'eau dit couche de renouvellement d'air, forcément. Et qui dit renouvellement d'air dit augmentation du besoin soit de chauffage, soit du refroidissement selon la saison. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, sur notre bâtiment, on a identifié 29 pièces d'eau qui étaient des salles de bain avec WC intégrés en base. Et quand on fait l'évolution en rajout de pièces d'eau, que ce soit des WC, que ce soit des salles de bain, que ce soit des lingeries, quelles qu'elles soient, quand on multiplie par 2 le nombre de pièces d'eau sur l'ensemble de ce bâtiment, on a des impacts du coup, qui vont jusqu'à 10% de perte du coup, sur l'objectif de Vélio. Donc, quand on sait à quel point l'objectif va être contraignant, 10%, ça peut vraiment faire beaucoup. Donc, évidemment, on est dans un extrême, mais on peut vite perdre 2, 3, 4, 5% en fonction du nombre de pièces d'eau identifiées dans le bâtiment. Donc, attention à ça, soyez-y vigilants. Autre point, les fameuses cages d'ascenseur. Donc là encore, certains bâtiments n'ont pas d'ascenseur, donc la question ne se pose pas. Mais l'ascenseur est considéré comme un volume froid dans l'ensemble des niveaux chauffés. Et donc l'impact de la prise en compte de l'isolant, qu'elle soit sur une simple face ou sur l'ensemble des faces, et en particulier donc sur la cage d'escalier, où il faut vraiment faire attention à tout ça, on a un objectif qui varie et qui engendre un gain ou une perte, du coup, en fonction de comment on est positionné, de l'ordre de 10 points. Donc 10 points, c'est quand même entre 10 et 15% sur le value, qui est quand même considérable. Donc attention à ça, puisque, bien entendu, sur les bâtiments où il y a plusieurs ascenseurs, l'impact peut être démultiplié. Autre point, donc dans le bâtiment, on a des locaux non chauffés dans les niveaux courants, donc, qui sont essentiellement des caves, enfin des caves ou des locaux de stockage, des pièces de stockage, pardon. Donc, qui sont identifiés ici comme NC, comme non chauffés par rapport aux logements qui sont avec des petites clés. Donc, cette prise en compte, du coup, engendre un écart d'environ 3 points sur le VBO. Donc, soit ces pièces non chauffées sont considérées chauffées comme peuvent l'être les dégagements ou les couloirs d'accès au logement, via la mise en place d'une ventilation, soit tout simplement vous imaginez les supprimer et les mettre peut-être ailleurs. Évidemment, ça fait partie de la conception et ça, vous êtes mieux placé que moi pour trouver les bonnes solutions. En préambule, on a parlé du confort d'été, on a parlé du besoin de froid également sur le BVO. Donc, effectivement, le besoin de froid est une nouvelle prise en compte dans l'ARE 2020 qui va venir impacter nos calculs. Et on va regarder désormais comment on peut travailler sur ce sujet. Donc, ce nouvel indicateur va s'appeler DH pour degré heure. C'est un nombre d'heures d'un confort d'été. Cet indicateur va être à placer sur une échelle avec un seuil haut et un seuil bas. Pour ce qui est du calcul, en fait, on va regarder la température identifiée dans le logement en fonction d'une température donnée, c'est-à-dire le niveau d'inconfort est considéré à 28 degrés le jour et 26 degrés la nuit. C'est-à-dire que si, par exemple, on a 30 degrés le jour dans le logement et 28 degrés la nuit, on a un écart d'environ 2 degrés sur l'ensemble de la journée. Et ce qui fait que sur 24 heures, puisqu'on multiplie par le nombre d'heures, on arrive à 48 degrés heure. Si on quantifie comme ça sur une dizaine de jours, on arrive à 480 et c'est comme ça qu'on se rend compte si le bâtiment est considéré confortable ou pas confortable. Attention sur les zones de l'arc méditerranéen, que sont les zones H2D et H3, où on voit vraiment des écarts importants sur ce critère. Donc, il y a eu une modulation qui a été prise en compte dans les nouveaux prétextes. Mais cette modulation, sur ce bâtiment, vous allez constater, elle n'est pas suffisante pour rendre le bâtiment confortable. Donc, avant d'en arriver là, donc sachez que le critère haut de 1250 degrés heure représente, on va dire, à peu près 25 jours cumulés d'inconfort identifié. Donc, si on est au-dessus de ce critère, le bâtiment n'est pas conforme. Il faudra trouver des solutions pour le rendre conforme et donc descendre en dessous de cette limite de 1250. Si le bâtiment se place, comme dans la majorité des cas, entre 350 et 1250 degrés heure, donc on est considéré conforme, mais dans un niveau d'inconfort variable ou en tout cas acceptable
Ce positionnement va engendrer du coup la prise en compte d'une consommation de froid fictif avec des impacts sur le B-bio et sur le CEP plus ou moins importants en fonction du positionnement du bâtiment, qu'il soit proche du seuil bas ou proche du seuil haut. Donc, ces contraintes vont, vous l'avez compris, engendrer des surimpositions de performance de bâti pour compenser ces prises en compte. Donc, le bâtiment serait conforme, mais attention à ne pas aller dans des seuils trop élevés pour ne pas trop se pénaliser sur le calcul global. Et enfin, si le bâtiment est en dessous de 350 degrés, là, bravo, le bâtiment il est tout à fait performant et ne changez rien, tout va bien. Hein. Pas besoin de trouver d'évolution sur ce sujet. Donc ici, on a translaté en fait le bâtiment qui nous suit depuis le début sur l'ensemble des zones pour vous montrer un peu l'impact de ce confort d'été. Je sors la Bretagne qui visiblement est une zone particulièrement fraîche et agréable l'été puisque on n'est même pas contraint, on est en dessous du seuil de confort minimal, pardon. Par contre, les 5 autres zones que sont H1A, H1B, H1C, H2B, H2C sont des zones qui sont contraintes, qui sont conformes, mais qui, vous pouvez le constater, sont globalement à peu près identiques en termes de contraintes. Et donc, soit on travaille pour descendre ce degré R, soit on considère que c'est conforme et on devra compenser la surimposition de DGE et de CEP qui est plus ou moins importante. Et attention donc aux zones H2D et H3 où là, l'imposition est très forte, voire même le bâtiment passe en non-conforme dans la zone H3 et de manière très importante. Donc là, on n'aura pas le choix que de trouver des bonnes solutions pour améliorer ce confort d'été. Les solutions, quelles sont-elles? La première, c'est de reprendre la conception globale du projet, mais ça, ce n'est pas toujours simple. Ça veut dire vraiment plus de capacité, des protections solaires, ce type de choses. La deuxième chose, c'est d'optimiser l'orientation, puisque là, ce bâtiment, on ne l'a pas modifié. Et donc, en fonction des zones, son impact va être plus ou moins important, puisque si vous maîtrisez un peu le sujet, en RT 2012, on a toujours dit l'orientation sud est favorable. Sauf qu'effectivement, l'orientation sud est super pour l'hiver, mais beaucoup moins agréable l'été. Donc là, dans l'esprit, l'Aéro 2020, c'est d'amener cette notion de confort et de faire évoluer les bâtiments pour qu'ils conservent un confort d'été acceptable. Et donc, on voit que le curseur sur l'orientation évolue. Et oui, le sud est toujours favorable puisque la majorité des régions françaises ont des hivers qui sont plus ou moins rigoureux et donc l'impact sur le vélo est plutôt élevé. Mais dans certaines zones, et donc en particulier la zone H3, peut-être les évolutions sur ce sujet sont à prendre en compte pour trouver du coup des compromis entre l'orientation sud d'hiver qui est positive pour le confort d'hiver, mais des orientations un peu moins orientées sud pour l'été. Donc, les autres solutions, alors la première solution, c'est de mettre des protections qu'on qualifiera de passives, qui a de la gestion de volets roulants, beaucoup de monde parle de brasseurs d'air. Néanmoins, il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas encore identifié, c'est les vitrages thermiques. Quel sera leur impact? Est-ce que la prise en compte est bonne? Ça, c'est des choses qu'on doit encore regarder et qu'on n'a tout simplement pas eu le temps, puisque c'est vaste. Néanmoins, pour ce qui est de la gestion des volets roulants, vous avez ici un tableau qui récapitule un peu l'impact de la gestion du volet roulant entre un volet roulant mécanique manuel via les tringles qu'on voit encore en collectif sur l'ensemble des menuiseries. Et à l'extrême inverse, l'ensemble des volets roulants qui seraient électriques avec automatisation sur horloge astronomique. Vraiment, donc l'extrême inverse en termes de performance. Et vous voyez que l'écart, il est assez important, voire très important, puisqu'on a des gains qui vont de 0 à presque 15% sur le calcul du B-bio. Donc, évidemment, on peut trouver des compromis entre une partie mécanique sur les pièces de nuit et une partie électrique sur l'autre pièce, mais les gains sont là plus mesurés et néanmoins non négligeables. Ça, c'est des choses qu'il faut que peut-être que vous commenciez à vous pencher sur le sujet pour justement améliorer le confort d'été de vos logements. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez voir aussi que l'impact du confort d'été diminue fortement avec des protections solaires mobiles qui sont automatiques.
Et si on n'arrive toujours pas à rendre le logement conforme ou si on fait le choix de mettre de la climatisation mécanique, alors effectivement, l'impact du degré heure et du confort d'été, on va dire, disparaît ou en tout cas devient conforme par défaut. Par contre, l'objectif, il est clairement pas de standardiser la climatisation mécanique sur l'ensemble de vos logements. Pourquoi? Parce que ce serait un peu aberrant de se dire qu'on diminue les consommations de chauffage l'hiver pour les translater sur des consommations de climatisation l'été. La volonté du ministère n'est clairement pas d'aller dans ce sens. Et pour cause, le fait de mettre de la climatisation mécanique, oui, rend le confort d'été conforme, mais ne change pas l'impact sur le vélo qui peut être plus ou moins important en fonction du bâtiment. Et surtout, les consommations de CEP réelles seront toujours supérieures aux consommations de CEP fictives qui seraient imposées sur le bâtiment. Donc, de manière plus ou moins importante là aussi. Donc, c'est une bonne solution pour rendre les bâtiments conformes sur le confort d'été, mais attention à la surimposition de performance que cela va engendrer. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, et le bâtiment malheureusement ne sera pas conforme en ayant parfaitement conçu le projet dans la plupart des zones. Et donc, on devra imaginer de la surperformance d'isolation sur tous les pôles possibles. Et c'est ce qu'on a identifié par la suite sur le bâtiment qui nous suit. Puisque, vous pouvez le constater, on a essayé de rendre le bâtiment conforme. Donc là, on n'a eu aucune volonté de conception supplémentaire. On a simplement travaillé sur une translation du bâtiment entre le RT 2012 et l'Aéro 2020. APEDO Aéro 2020, on va dire à 15-20%. Et donc, on a augmenté les isolants de manière assez homogène sur l'ensemble du bâtiment. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Je vous laisse observer un petit peu les évolutions qu'on a pu identifier sur les différentes surfaces du bâtiment. Mais ça reste des choses, on va dire, simples et acceptables sur ce bâtiment. Donc, attention, donc, les évolutions sont importantes, mais peuvent être maîtrisées si on travaille bien sur les éléments qu'on a évoqués précédemment. Et donc, nous permet ici à 0,8 au lieu de 1 pour aller chercher une performance accrue de manière gratuite. Voilà pour le BVIO. Maintenant, on va avancer sur le CEP, donc les consommations d'énergie primaire. Là aussi, le CEP va être surimposé de l'ordre de 20 à 25%. La bonne nouvelle, c'est que comme on aura amélioré le BVIO, l'objectif de CEP ne devrait pas être trop difficile à atteindre, quoique, finalement, c'est la mauvaise surprise, entre guillemets. On va le détailler par la suite. Donc, comment se calcule le CEP? Donc, toujours les 5 usages de l'ART tels qu'on les a connus en RT 2012. Hein. Il n'y a pas de grosse évolution par rapport à ça. La seule évolution majeure, c'est vraiment l'intégration dans le calcul du CEP de la consommation des ascenseurs, de la consommation des éclairages des parkings et des communs. Ça, c'est une nouveauté qui vient impacter le CEP et c'est ce qui rend finalement l'objectif du CEP pas aussi facile que ce qu'on aurait pu espérer lié au bébé, puisque ces consommations-là n'évoluent pas en fonction de la performance du bébé qu'on a vu précédemment. Donc, les autres évolutions, forcément, vous l'avez vu, hein, on a une prise en compte du confort d'été, donc on a un forfait fictif de CEP qui apparaît si le bâtiment n'est pas considéré conforme par défaut. Le photovoltaïque, alors, on est en cours d'étude. Il y a quelques semaines de ça, je vous aurais dit qu'il est mal ou pas pris en compte. Visiblement, il y a des évolutions qui sont arrivées récemment et des prises en compte évolutives qui devraient revaloriser un peu l'autoconsommation. Donc ça, c'est vraiment à regarder dans les prochaines semaines et à vous apporter les éléments dans les prochaines semaines. Et enfin, évolution des coefficients d'énergie primaire pour le calcul du CEP et en particulier du CEP-NR, puisque le bois est considéré comme une énergie renouvelable à 100%, donc pas de contrainte vis-à-vis du CEP-NR quasiment. Et l'électricité a été revalorisée à hauteur de 10%, puisque le fameux coefficient 2,58, qui nous suit depuis de nombreuses années, va être revalorisé à 2,3. Tout à l'heure, je vous ai parlé du CEP et de la prise en compte des ascenseurs, de la consommation des ascenseurs, pardon. Donc ici, on vous a identifié les trois possibilités, les trois techniques des ascenseurs qui sont valorisables dans le moteur de calcul.
là, on voit qu'en fonction du choix de l'ascenseur, de sa manière de travailler, on a des pertes sur le CEP, ou en tout cas des surimpositions de CEP, des consommations qui viennent s'additionner, qui sont plus ou moins importantes, et quand même non négligeables sur certains, en particulier hydrauliques. 5% de CEP, c'est vraiment non négligeable. Donc là, voilà, je vous invite à vous rapprocher de vos ascensuristes, soit pour voir s'ils ont des ascenseurs qui sont plus performants que ce qui se pratique aujourd'hui, soit pour déjà voir si vous ne savez pas quel type d'ascenseur vous mettez en place dans votre. Enfin, ce qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui, c'est également la valorisation des différents systèmes de génie climatique en RE 2020. Donc toujours sous réserve des résultats provisoires du moteur de calcul que l'on utilise, puisque voilà, ça reste des résultats provisoires. Là, je vous présente ici les génies climatiques traditionnels en RT 2012, à savoir la chaudière gaz indive murale, les chaudières gaz couplées à du chauffe-eau thermodynamique, les chaudières collectives et le chauffage électrique avec chauffe-eau thermodynamique et photovoltaïque. Donc vous pouvez constater que la chaudière gaz indive a encore de beaux jours devant elle, au moins jusqu'à 2025 en attendant la diminution des objectifs, puisque le gain en particulier sur le IC énergie qui est généralement le point bloquant dans les énergies gaz, écoutez, l'objectif il est atteint. Et avec pas mal de marge. Pour ce qui est de la chaufferie collective gaz, pour le coup, vous pouvez voir qu'elle est non conforme sur notre projet, mais avec quelque peu d'optimisation, que ce soit sur le BBio ou sur la prise en compte de la régulation, on devrait atteindre l'objectif sans difficulté. En revanche, pour ce qui est des solutions mix gaz-élec ou tout élec, on voit que l'objectif est quand même très loin d'être atteint, donc ces solutions risquent d'être compliquées à atteindre en RE 2020. Le deuxième tableau qu'on vous présente, c'est la RE 2020 compatible, c'est-à-dire les génies climatiques qui pourraient être envisagés sans optimisation du gain de BBio, en supérieur je veux dire. Donc voilà, les nombreux systèmes sont ceux-ci. De nombreux systèmes électriques pour le coup, et des systèmes un peu innovants et nouveaux, à savoir la PAC RR collective, avec une production d'eau chaude individuelle ou collective, et la chaufferie gaz en particulier, qui est un préparateur solaire thermique, où on voit que l'objectif il est très facilement atteint. Donc ça, c'est des solutions alternatives qui peuvent être intéressantes à envisager pour vos prochains programmes et pour les années à venir. Et enfin, donc les trois dernières solutions qu'on vous présente ici sont les solutions RE 2020 compatibles, mais avec un BBio cette fois-ci, avec un gain de 10 à 20%. C'est-à-dire qu'en l'état, elles ne fonctionnent pas, mais elles sont envisageables en travaillant sur la conception et sur l'optimisation du BBio, voire de l'augmentation de l'isolation. À savoir le chauffage électrique avec une production d'eau chaude thermodynamique collective en PAC et du photovoltaïque. La chaufferie bois également peut être intéressante en chaufferie collective bois. Et enfin la PAC RR une fois de plus, mais cette fois-ci en valorisant le refroidissement, donc toujours dans cette notion de confort d'été dans certaines zones où ça peut être intéressant à valoriser. Voilà ce que je voulais vous évoquer sur ces génies climatiques. De nombreuses solutions se présentent à nous, qu'elles soient traditionnelles ou innovantes. Reste à travailler ensemble pour trouver le meilleur compromis technico-économique pour que vos bâtiments puissent correspondre à l'attente de vos clients. Voilà pour la partie CEP. Donc, si vous vous souvenez de l'introduction, il ne nous reste plus qu'un seul critère, à savoir le bilan carbone. Donc ça, on va y passer. Là, je n'aurai pas d'éléments concrets à vous apporter puisque ça prend un temps très important de travailler dessus sur le concret. Mais par contre, dans la philosophie, on sait déjà où il faut aller. Donc, pour ce qui est du bilan ACV, donc analyse de cycle de vie, bilan carbone, vous l'appelez comme vous voulez, ça ne change pas le résultat. On va intégrer donc le bilan construction et le bilan exploitation, le tout sur les 50 premières années de vie du bâtiment.
Donc, quelles sont les évolutions? La première, et c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans les premiers critères de performance, c'est la surface de référence qui change, puisque ce sera la surface, la surface habitable pardon, pour l'ensemble du spectre, à savoir CEP, VBio, mais également du coup pour le bilan carbone. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, puisque c'est une surface que vous maîtrisez et qui du coup pardon, va être simple et identifiable pour tout le monde. On n'aura plus la suppression, on aurait pardon, la suppression de la prise en compte de la parcelle. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait dans le référentiel le plus C- et qui désormais disparaît. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi. On a des modulations qui sont apparues également dans les nouveaux prétextes liés au parking, liés aux fondations spéciales, puisque l'impact carbone lié à des fondations spéciales peut être considérable. Et dans un premier temps, lié à la prise en compte des fiches de données environnementales par défaut. Et ça, c'est des choses que l'on pourra identifier ensemble. Et enfin, la prise en compte de la méthode de calcul dynamique et non statique, parce que l'objectif, il est clairement de valoriser la notion de stockage carbone. Quels seront les indicateurs qui vont nous suivre? Eh bien, ils sont au nombre de deux, puisque le premier, c'est l'impact carbone énergie, donc IC énergie, qui est lié aux consommations d'énergie primaire du bâtiment, pardon, et le IC construction, qui lui est lié à la typologie de produits de construction et d'équipement, et également la prise en compte des consommations de chantier de manière forfaitaire. Donc ça, ce sont des critères qui vont nous suivre dans les 10 prochaines années et qui vont évoluer dans le temps. Ces critères étant également modulés en fonction de la surface et de la zone géographique, hein, de la même manière que le CEP et le BB. Donc ces critères, comme je vous l'ai dit, ils sont évolutifs. Hein. On va dire que le IC énergie il est évolutif, mais il tombe de manière très importante en 2025. Donc, à 2022, vous l'avez vu déjà, le critère il est particulièrement contraignant sur les génies climatiques et en particulier les systèmes au gaz. En 2025, il faudra trouver des solutions encore plus alternatives. Pour ce qui est du IC construction, là, l'objectif il est évolutif de manière plus cohérente, puisque en gros, tous les 3 ans, on va passer un palier d'environ 10%. Donc l'intérêt de ça, il est clairement que nos amis industriels présents lors de ce rendez-vous et ceux qui ne le sont pas puissent nous apporter des éléments concrets sur leurs produits et pouvoir les valoriser et augmenter la performance de carbone de l'ensemble des constructions. Avec un objectif identifié à 2031, une baisse d'environ 30 à 40% de l'impact carbone d'un bâtiment sur du coup, ces 50 années. Et ils ont intégré également des indicateurs informatifs, donc le IC bâtiment qui est un indicateur global, le stockage carbone et le DED pour le pourcentage de données environnementales par défaut. Comment on va se faire le calcul? Évidemment, il va falloir valoriser des matériaux bas carbone et ça, les choses vont se faire dans le temps. Il y a déjà des produits qui sont bien qualifiés. De nouveaux produits arrivent et ce n'est que le début. Et bien entendu, la valorisation de matériaux biosourcés. Là encore, c'est lié à la notion de stockage carbone, et donc de matériaux qui sont peu générateurs de carbone. Donc pour ce qui est du calcul, nous, on va devoir s'appuyer sur des fiches de données environnementales par défaut, donc les FDES ou les PEP pour profils environnementaux produits, pardon. Dans nos calculs, on va aller chercher les fiches sur la base IGNIS, qui est de la base du CSTB, un produit qui n'est pas identifié sur la base IGNIS, mais un produit qui ne sera pas considéré comme certifié et donc ne pourra pas être valorisé dans le calcul. C'est important de le retenir, puisque là encore, c'est des choses qui peuvent être contraignantes. Pour ce qui est de la prise en compte des fiches d'AVDES, donc pas d'inquiétude, hein, quoi qu'il arrive, on aura toujours des fiches qu'on qualifiera de par défaut qui ont été créées par le CSTB sur les produits. L'inconvénient, c'est qu'elles sont défavorables dans le calcul, forcément, puisque l'objectif, il est clairement que chaque produit ou chaque famille de produits soit qualifiée pour qu'elle soit bien prise en compte. Ensuite, on a des données, des fiches, on va dire collectives ou syndicales.
Donc, ces fiches sont des fiches qui ont été créées par un groupement d'industriels sur un produit donné et qui ont l'intérêt d'être quand même plus performantes que les fiches par défaut. Donc, qui sont intéressantes pour vous en tant que promoteur puisque ça permet de ne pas trop refermer vos appels d'offres. Et enfin, donc, on a évidemment la fiche industrielle précise qui va nous valoriser nos calculs au mieux. Alors, je ne l'ai pas encore précisé, mais sachez que les premiers calculs qu'on a pu faire sur le IC Construction, on a des objectifs qui sont largement atteignables sans modification majeure de vos modes constructifs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'objectif de 2022, il est atteignable. On aura 3 ans finalement jusqu'à 2025 pour commencer à trouver des solutions alternatives possibles. Pour ce qui est du calcul, vous l'avez ici. Donc, il y a 14 lots qui sont identifiés. Donc, sur les 14, il y en a 10 qui sont à détailler. Donc, à prendre en compte de manière très précise avec des quantitatifs très précis. Et il y en a 4 qui sont, eux, forfaitaires, dont 3 qui sont de l'audit 11 qui sont aujourd'hui pas détaillables. Le lot 8, lui, il est détaillable en fonction de certains niveaux de génie climatique. Donc ça, ce sera à regarder et ça va certainement évoluer également dans le temps. Donc voilà pour ce que j'avais à vous présenter ce matin sur l'Aéro 2020, sur les trois grands axes. 2-3 points pour conclure sur tout ça, puisque l'RT 2012, il y a quelques éléments qui font de la résistance, et en particulier dans l'obligation de mesure ou d'estimation des consommations. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà pratiqué de manière importante en RT 2012, pardon, et qui va se transférer. Donc ce ne sera plus l'article 23 de mémoire, ce sera l'article 37. Mais vous devrez toujours à l'usager la mesure ou l'estimation de consommation dans son logement. Le niveau de perméable, on en a parlé, il reste à 1. Attention, soyez toujours vigilants sur vos bâtiments à respecter le 1/6 de surface vitrée par rapport à la surface habitable, puisque le critère est conservé. Donc, sachez que soyez toujours vigilants là-dessus. Et enfin, le ratio de pont thermique, qui lui aussi est conservé. Donc, on devra toujours être performant sur les ponts thermiques. Dernier point, et non des moindres, puisqu'il n'est pas forcément lié au calcul réglementaire, mais il est lié à la RE 2020, c'est l'obligation de conformité des ventilations. Donc, à partir des bâtiments qui seront déposés en 2022, vous devrez générer un document confirmant la conformité de vos ventilations. Donc, ça, c'est donc en gros un contrôle sera obligatoire sur l'ensemble des bâtiments. Les critères restants à définir, parce que le détail n'est pas encore tout à fait clair, mais ce sera quelque chose de nouveau et d'obligatoire. Et potentiellement des labels, donc a priori les labels sont en cours de réflexion, puisque les labels ont pour but de faciliter la progressivité des objectifs et potentiellement avec des incitations financières. Donc j'en ai terminé sur la présentation. Donc, j'espère que ça vous a apporté des éléments plus concrets sur comment vous devrez concevoir les bâtiments collectifs de demain. Il est clair que la RE se clarifie, les choses avancent, lentement, trop lentement de notre point de vue, mais les choses avancent, et ça, c'est quand même quelque chose d'important à retenir. Et puis nous, en tant qu'énergie, on est évidemment là pour vous accompagner et travailler dessus dès aujourd'hui pour trouver des bonnes solutions pour vos bâtiments de demain. Et bien, je vous remercie de votre attention. S'il n'y a pas d'autres questions, et si on a d'autres, je vous dis, n'hésitez pas à nous les envoyer sur webinaire.energis.fr. Nous ferons plaisir de vous répondre. Et puis, je vous mets fin à ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.